Bienvenue dans cet épisode 1 du Badass Shonen Joe, vidéo sans aucune pub, grâce à chacun des membres du FC Badass, la petite émission garantie 100% manga, quoi qu'on fera une petite exception pour le film d'animation The First Slam Dunk, comme on en fera une pour celui de Blue Giant le mois prochain. La dernière fois, j'ai commencé l'émission avec un bon gros running de mes achats manga du mois. Bah là, j'ai envie de sauter l'échauffement pour partir direct en Dempsey Roll des coups de gueule. Oui, dorénavant, on inclut tout le monde, diffuseurs, distributeurs, éditeurs, consommateurs. Voilà, on tape sur tout ce qui bouge. Et mon premier coup de gueule commence avec le manga Boys Abyss qui passe de 6,99€ à 8,99€ dans sa version numérique, à partir du tome 5. Et il rejoint ainsi le tarot de la version anglo-saxonne, réputée pour être toujours un peu plus chère que les versions françaises. C'est aussi sale que la différence de 0,90 € entre la version numérique et la version papier de Shujin, édité chez Glénat. Non, en fait c'est pire car j'ai été alpagué sur 4 tomes avant l'augmentation. Il aurait été dit qu'ils se seraient trompés dans le prix des précédents tomes et qu'ils auraient rectifié pour ce tome 5, puisque ce serait le vrai prix. Autant vous dire que niveau mauvaise foi là on me fait une Evangelion. Bon, pour vous donner un exemple d'un format similaire, il y a le manga Dolo et Dolo de Kyuai Ashida qui est à 6,99€ en format numérique et en format papier c'est 12,99€ exactement comme Boys Abyss. Cherchez l'erreur. Alors, on doit s'attendre à quoi à l'avenir? À une uniformisation des prix du numérique sur la grille tarifaire des anglo-saxons? Clairement, c'est tirer du plomb dans l'aile à un éventuel essor au marché du manga numérique en France. Mais il est convenu que le marché numérique est une épine sous le pied des éditeurs. Ils n'y voient grosso modo aucun intérêt, même si, fort heureusement, certains jouent le jeu. Je pense à Akata principalement. Vous avez compris, le Dempsey Roll, ce sont des esquives rotatives tout en allongeant des crochets bien amples. Là, il n'y a pas de doute, je m'en suis pris une en pleine tempe, côté gauche, mais c'est pas fini. Pour Manga News, Pascal Laffine, le directeur éditorial de Delcourt Tonkam, est revenu sur le problème de parution pour le spin-off de Dragon Quest, mais il est surtout revenu sur les soucis autour de la réédition de la licence principale. Je vous laisse écouter. Effectivement, on a repoussé Aban. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions pour Dragon Quest. En fait, Dragon Quest, c'est très compliqué à sortir. Rien que pour la série normale, on a 4 listes qui nous ont été données par les ayants droit, qu'on doit suivre à la lettre, on doit envoyer systématiquement à valider. Donc chaque volume est très très long en validation. Au départ, j'avais prévu de les sortir 2 par 2, en fait, tous les 2 mois 2 volumes. Et j'ai très vite abandonné cette idée parce que c'est impossible avec le système de validation. Et pareil pour Aban, on a commencé à travailler dessus il y a vraiment très longtemps. Mais on n'a toujours pas terminé les échanges de validation. Donc du coup, pour l'instant, c'est repoussé. Donc on l'a programmé pour le début d'année, normalement, il me semble. Donc du coup, alors, je suis vraiment désolé pour les gens qui attendent, mais malheureusement, nous, on est aussi tributaires. Ce n'est pas parce que la série ne marche pas, la série marche très très bien, mais malheureusement, on est tributaire des ayants droit, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sortent autour de la série, entre les jeux vidéo et puis d'autres choses qui vont être annoncées plus tard. Donc effectivement, c'est souvent compliqué. Puis après, cette licence est compliquée parce qu'elle est partagée entre les éditions Shueisha et Square Enix, et donc c'est quand même une fusion de 2 gros éditeurs, donc il faut que l'un donne son accord, ensuite l'autre donne son accord, etc. Donc c'est aussi pour ça que c'est très long. Alors en soi, j'entends tout ce qui a été dit, tout ça me semble même répondre à tes logiques éditoriales, d'autant plus si les ayants droit sont partagés entre la Shueisha et Square Enix. Alors c'est compréhensible, ça explique en partie ces histoires de délai de validation pour la licence de Dragon Quest. Mais j'ai toujours du mal à comprendre. Pourquoi, en France, nous serions autant tributaires des ayants droit alors qu'à l'étranger, ce ne semble pas être les mêmes conditions? Il faut m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec le format des éditions françaises de Delcourt Tonkam qui est de 11,5 sur 17,5 pour 12,99 €.
alors que pour les Anglais, il est de 14,5 sur 21 pour 14,59 € ou 18,77 € ou 19,36 €. Bon, après, pour les anglo-saxons, la différence de prix fait peur quand même. Puis on a les Espagnols de Planeta Comics, 15 sur 21 pour 14,95 €. En parlant de Planeta Comics, ils viennent de commencer la licence Hajime no Ippo dans un format 15-21 à 21 € pour le premier tome. Alors là, je m'interroge, mais c'est peut-être un tome triple. Dans tous les cas, le tome 2 qui sortira en fin d'année sera clairement un tome double. Bref, c'est une petite aparté. Pour revenir à Dragon Quest, il y a la version italienne de Star Comics avec un format de 15,5 sur 24 à 9 €. Allez, salut la concurrence! Bon, après, je ne les ai pas eu en main, j'ai pris toutes ces infos sur le site d'Amazon, mais je peux vous montrer le thread de Zeno qui a pris le temps de comparer l'édition française avec l'édition espagnole. Alors, si je comprends que le rythme de parution soit galère dans chacune de ces langues, et contre toute attente, il me semble que nous sommes l'édition la plus avancée entre les 4 que je vous ai citées, par contre, il faut absolument qu'on m'explique cette histoire de format. Voilà, nous sommes les seuls à avoir un format poche, alors que c'était soi-disant la volonté des ayants droit. Perso, je commence surtout à me dire que les ayants droit ont parfois bon dos, et que cette version a surtout été faite pour être raccord avec les pseudo Perfect Edition de Delcourt Tonkam. On va rester avec l'ami Zeno qui m'envoie une vidéo le samedi, après qu'on se soit croisé à la Japan Expo le jeudi. Pour info, lui il est venu de Belgique le matin pour repartir en fin de journée, et moi j'ai profité des journées du jeudi et du vendredi. Puis il m'envoie ça samedi. Les rêveurs, est-ce que vous voulez une super nouvelle sur le stand de Vega Dupuis aujourd'hui? Si vous êtes très gentil et que vous écoutez mes conseils et que vous achetez du Holy Land, surtout le tome 2, n'oubliez pas de demander en passant à la caisse cette superbe jaquette Holy Land 2 exclusive du comptoir du rêve qu'on vous offre à la Japan Expo. Comme vous avez pu le voir, le libraire du comptoir des rêves, initialement logé à Toulouse, annonce dans cette vidéo, qui en passant m'a trop foutu le seum, qu'on pouvait demander la jaquette exclusive de sa librairie au stand de Vega Dupuis à la Japan. Bah oui, parce qu'apparemment c'est la librairie Le Comptoir des Rêves qui tenait le stand, bon il fallait le savoir, mais a priori c'est chose courante que ce soit des libraires qui tiennent des stands plutôt que du personnel recruté par des maisons d'édition comme le fait par exemple Meian, ou travaillant dans la maison d'édition en tant que stagiaire et tout comme le fait par exemple Kana. Avec Naban et le lézard noir tu traites directement avec le boss, ça c'est sûr. Enfin bon, c'est sympa aussi hein. Sinon pour Vega Dupuis, je pense qu'entre les annonces de leurs 13 nouvelles licences et la gestion de leurs invités, je devine que le personnel de Vega Dupuis avait d'autres choses à régler, sans parler de ce qui se passe dans l'espace pro, voilà. Enfin, pour revenir à cette jaquette alternative qu'il faut demander à l'achat du tome 2 de Holy Land, sérieux mec, tu attends samedi pour annoncer ça? Bon, en vrai, il n'y a pas mort d'homme, mais bon, je suis venu exprès sur son stand pour acheter le tome 2, donc ça fout un peu les boules. Après, la série est excellente et elle se suffit à elle-même. On n'a pas forcément besoin de ces jaquettes offertes. Du moins, celles-ci n'ont pas vraiment une vraie valeur ajoutée. Oui, j'essaie de me convaincre du mieux possible. Alors, n'hésitez pas à vous jeter sur ce manga si vous aimez les combats de rue dans le Tokyo by Night. Un Tokyo qui n'est pas sans me rappeler l'ambiance des romans d'Ikebukuro Westgate Park. Sauf que là, ça traîne dans les salles d'arcade et ça cherche la baston à chaque coin de rue, avec une initiation au combat interdisciplinaire avec des références au MMA qui font toujours plaisir. Il faut donner de la force à ce manga qui a été boudé par de nombreuses années par les maisons d'édition qui a priori n'ont pas assez cru en ce titre car pas assez bankable, alors que c'est un manga qui traite d'un mal-être existentiel et de comment trouver sa place dans la société. Laissez une chance aux chasseurs de Yankee. Toujours à la Japan, on apprend 4 jours avant que le grand Suihiro Maru, au maître de l'Erogoro, sera présent. Sauf que par la suite, c'est la douche froide, pour moi du moins. Déjà parce qu'il a été annoncé samedi et dimanche alors que j'étais présent que jeudi et vendredi. Et le pire, c'est que d'après le grand Zoulouf, enfin je crois que c'est lui qui m'en a parlé, je ne sais plus trop, il traînait déjà dans les allées de la Japan en mode vieux papy incognito. Aux yeux de tous, le bougre, il est venu vendre des reproductions de ses œuvres, mais il fallait débourser en moyenne 140-150 € pour en acquérir une, et c'était seulement sous cette condition que vous étiez garanti d'avoir une dédicace du monsieur.
Après, si j'ai bien compris, ce qu'on m'a dit, c'était qu'une commande qu'on payait direct en yens, avec des frais bancaires et tout en plus, et nous recevions le produit plus tard. Donc même pas sûr, donc c'est même pas signé devant nous. Peut-être le temps d'échanger un petit mot ou deux avec l'auteur, j'en sais rien, R. En vrai, je ne doute pas qu'il y en a qui ont réussi à s'arranger avec le maître. Après, je vais vous dire, dans d'autres circonstances, selon la repro, j'aurais pu me faire ce petit plaisir de lui en acheter une. Et je me serais fait plaisir également, mais dans le contexte de la Japan, c'était pas possible. Je ne crois pas que c'était le meilleur move à faire, déjà question de budget, mais peut-être que ce n'était que de la promo pour qu'on puisse aussi le faire de chez nous, ça j'en sais rien. En tout cas, après tout, à chacun son bis-bis. Et finalement, ça m'a un peu consolé de ne pas être là samedi et dimanche. Voilà, je ne sais même pas s'il y a une conférence ou s'il y a eu de la presse qui en a profité pour lui sauter dessus. Je verrai bien, enfin j'estime que sa venue en France méritait un véritable tapis rouge, bien que ça reste un artiste de niche. Et d'après ce que j'ai entendu, ça reste un bruit de couloir. Lorsque Stéphane Duval, donc le boss de Le Lézard Noir, a entendu que le mangaka était là, à traîner dans les couloirs, il avait un peu le seum coincé derrière son stand qu'il ne soit pas passé le voir. Alors qu'il est quand même le premier à avoir popularisé l'artiste chez nous, enfin d'après ce que je sais. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, et je peux avoir tort. À défaut de pouvoir claquer 150 boules pour une lithographie, même si le prix peut se justifier, j'espère qu'on aura une interview pour marquer sa venue en France. En tout cas, je plains ceux qui ont payé leur billet de la Japan Expo uniquement pour avoir une dédicace, pensant que ça allait passer crème. Allez, on le fait, ce running des achats manga du mois. Début juillet, j'ai d'abord fait l'acquisition de 2 séries en intégrale qui faisaient à l'époque partie de ma collection. Alors, en compagnie de ces 2 licences, j'ai un peu cette sensation du retour de mes enfants prodigues, un peu comme ce fut le cas le mois précédent avec la licence Train de Ryoshi Kigami. Cela faisait un moment que je souhaitais remettre les mains dessus, mais les prix étaient pas trop abordables, pour ne pas dire démesurés. Et puisque je les ai finalement trouvés à un prix raisonnable, j'ai craqué. Pour l'intégrale de Tokyo Babylon en 7 tomes de Clamp. Jusqu'à présent, c'est le manga du studio que je regrettais le plus d'avoir vendu. Dans cette édition, qui est la première parue chez Tonkam, aujourd'hui encore, avec des titres comme Lady Georgie, il fait partie de mes shoujo favoris. Alors, je vous l'accorde qu'il y a certainement une grande part de nostalgie, mais c'est à prendre en compte comme une qualité, vu ce que ça me renvoie comme sentiment. Puis le fait d'avoir parlé de son tome 7 dans ma vidéo Nos tomes légendaires a dû jouer aussi. Pour info, je ne compte pas me procurer de nouveau la licence X de Clamp, même si on y retrouve en crossover les personnages de Subaru et Seishiro. En vrai, la seule série du studio qui pourrait encore m'intéresser, ce serait de compléter la version Deluxe de Rigveda, dont je ne dispose actuellement que les 3 premiers tomes. Alors c'est vraiment dommage que Delcourt Tonkam n'ait pas annoncé une réimpression de cette collection Deluxe, ni celle de Angel Sanctuary d'ailleurs, en même temps que celle du manga parmi eux. D'ailleurs, je le rappelle à tous ceux qui sont passés à côté, la réimpression de la Deluxe de parmi eux est disponible. Voilà, le truc c'est que je n'ai pas encore eu de retour sur la qualité du papier de cette dernière. Alors si vous avez des infos dessus, n'hésitez pas à me les partager. Ayant les premiers tomes, je serais intéressé par la continuer. Voilà. Le truc c'est que j'ai encore les séquelles des réimpressions de Mix et le pack des yokai. Oui, cet épisode m'a traumatisé. En ce qui concerne l'autre licence, je me suis procuré... C'est clairement un achat compulsif réfléchi. Disons que le cœur l'a emporté sur la raison. Car je me suis procuré l'intégrale de Ping Pong en 5 tomes. Cette édition me procure simplement trop de bons souvenirs. J'étais peiné de plus la posséder lorsque j'ai dû la vendre pour des besoins, pour des raisons pécuniaires. Surtout que je possède dorénavant la très belle édition Prestige, mais aussi sa version numérique. Alors, je sais que ça n'a pas de sens, mais disons que nous avons tous nos points faibles. Voilà. Prenez l'exemple de Capsule Manga. Il a beau dire ne pas investir dans les rééditions, mais lorsqu'il est question du mangaka Osamu Tezuka, il cumule les éditions sous toutes leurs formes. Voilà. Vous l'avez compris, je me justifie comme je le peux. Mais après voilà, ça me permet aussi d'avoir l'occasion de vous faire la promotion de ce manga si vous ne l'avez pas encore lu. C'est une excellente porte d'entrée à l'univers du mangaka Taiyo Matsumoto. Et s'il fait partie de mes auteurs préférés, ce n'est pas pour rien.
Alors je vous renvoie à une de mes vidéos qui s'intitule « Pourquoi j'aime lire du Taiyo Matsumoto ». Je l'ai même adapté en podcast, alors n'hésitez pas à l'occasion d'y jeter un coup d'œil ou d'y tendre l'oreille. Voilà, je suis très heureux d'avoir 2 licences de cœur dans une édition que j'affectionne, réintégrée, ma Mangatech. Concernant mes achats de la Japan Expo, il y a le coffret du tome 13 et dernier tome de Gannibal qui me permettait, en plus d'avoir une dédicace de l'auteur, entre nous on peut clairement parler d'un collector qui a du sens. Et en plus, le final est aux petits oignons. Et c'est pas donné à un thriller de manga de terminer comme ça. C'est un sans faute. Pour tous ceux qui hésitaient encore à commencer la série à cause de ça, vous pouvez vous jeter dessus. Ce tome 13 conclut merveilleusement bien la série. Et en plus, il y a un chapitre inédit qui était paru, me semble-t-il, pour la sortie de la série en live action ou en drama. Bon, je connais plus trop les termes, mais vous pouvez le retrouver sur Disney+. Bien sûr, au point où j'en étais, je me suis pris le coffret du tome 10 et dernier tome de Shigurui. Pour sûr que je ferai gagner aux membres du FC Badass chacun de ces tomes collector que j'aurai en double, puisque je les avais précommandés sur le site Anime Store. En tout cas, je peux vous dire, c'est que ce dernier tome m'a surpris. Je m'attendais tellement pas à une fin comme ça. Pareil, ça clôt une série en 10 tomes que je qualifie, que je trouve tout bonnement exceptionnel. Après, il faut aimer le manga de samouraï avec ses références historiques et sachant mêler habilement les corps et le gore dans une danse à la poésie macabre que moi je trouve de toute beauté. Alors, je ne pouvais pas partir de la Japan sans mon tome 1 de Arion. Pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à un format de cet acabit. C'est grosso modo la taille d'un tome de Akira. L'édition est donc impressionnante, le seul bémol, c'est qu'au début de ma lecture, j'ai été assez gêné par la transparence des pages. Bon après, on s'y fait, c'est au niveau du clan des peaux, mais avec des pages plus blanches, on est fort heureusement loin du scandale des réimpressions de Mix et le pack des yokai paru chez Delcourt Tonkam. Oui, je vous le dis, je suis encore traumatisé, vous avez compris. En ce qui concerne le contenu, ayant jamais vu le film d'animation Arion, ce fut une totale découverte. Pour ma part, je ne connaissais l'auteur qu'à travers les films d'animation de Gundam, mais surtout à travers Venus Wars, distribué par Manga Video, que Naban éditera également à l'avenir. J'ai donc été agréablement surpris par le charme des dessins, même si parfois il y a des mouvements dans des scènes d'action qui échappent au premier abord à la perception, ou du moins à ma perception. On ressent quand même bien des inspirations tésuesques pour certaines planches d'humour ou dans cette mise en scène du mouvement, mais plus globalement, je suis charmé par le style graphique de l'auteur, et puis l'histoire est prenante. Voilà, c'est l'histoire de titans et de dieux grecs. Bien sûr, ils nous font penser à des humains, et puis il y a un sous-texte familial. Cela dit, c'est vu par des Japonais, donc il y a cette vision qui détonne un peu avec notre imaginaire. Rien que la vision d'un Zeus bleu très vieillissant m'a pris à contre-pied. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tome 1, et même si cette édition a le défaut, comme beaucoup de mangas en ce moment, de proposer un papier dont il manquerait bien 10 grammes d'opacité, elle nous propose aussi de superbes illustrations couleurs en début de tome. Bref, je suis très curieux de lire la suite, et au final, je suis quand même très content de cette édition. Par la suite, je suis passé chez Mangetsu où je me suis procuré le tome 5 de Deep Free. En vrai, c'était un peu con comme move puisque j'ai squatté la Fnac de Châtelet-Léal le jour suivant. J'aurais pu avoir la jaquette exclusive avec, mais bon, c'est pas un drame, encore un tome que j'ai bien apprécié, mais surtout qui appelle un tome 6 bien énervé, du moins je l'espère. C'est ce qui manque un peu à cette série, un match qui prend tout un tome au moins. Après voilà, moi j'aime bien cet univers autour du basket pro aux USA. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, les chiffres de vente de la licence dans le monde, qui a été partagé par Manga Mogure, celle-ci serait bien plus vendue qu'au Japon. Voilà, en France, il y aurait une très forte communauté, comme quoi une bonne promo peut faire la différence. Mais pour tout vous dire, je venais sur le stand de Mangetsu pour le tome 17 de Awashi. Il va être temps de mettre des lettres de noblesse sur cette licence, elle est tout bonnement incroyable, ce manga de foot est plein de dramaturgie, de rebondissements, sans rush, elle ne perd pas de temps avec des broutilles, ça va dans le vif du sujet, et encore une fois dans le tome 18, ça s'annonce salé quand on se rend compte que l'équipe de l'Espérion va rencontrer des mecs solides faisant partie des moins de 20 ans de l'équipe nationale, et quand on voit qu'il va devoir se taper en défense, puis, il y a l'air d'avoir un petit génie qui l'a bien zioté en vidéo. Franchement, ça sent mauvais pour le Hachito.
Puis je me suis pris le dernier Junji Ito, donc Fragment d'horreur, qui revisite le cri de Edvard Munch sur son illustration de couverture. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais à vrai dire, je ne m'attendais pas à un tel rythme de parution de la collection de Junji Ito. Je suis loin en termes de lecture pour vous dire, j'ai même pas pris le temps de finir Soichi. Et quand on sait qu'en plus que chez Delcourt Tonkam sort le mois prochain, enfin ce mois-ci, mois d'août, Remina, je m'en sors plus. Sinon, je me suis également rendu sur le stand de Vega Dupuis pour me procurer le tome 2 de Holy Land. Alors je vous en ai parlé un peu plus tôt, je n'ai pas eu la jaquette inédite de la librairie Le Comptoir du Rêve, car je n'étais pas au courant que c'était eux qui tenaient le stand de la Japan. En tout cas, on peut les saluer pour avoir mis à disposition tout le catalogue de Vega Dupuis sur le stand, ce qui n'était pas le cas à Angoulême. Mais aussi, je me suis procuré le tome 10 de Manchuria Opium Squad. Alors, je ne l'ai pas encore lu. En le feuilletant, il faut reconnaître qu'il m'a intrigué. J'attends beaucoup du cliffhanger du tome précédent. Si tout se résout trop facilement, j'arrête, franchement. En vrai, j'aime bien lire la série, mais la relire, c'est pas sûr. En fait, je crois que j'ai trop d'attentes pour cette série. Voilà. Et j'ai enfin craqué pour le tome 1 de Red Rat Hollywood. Cela faisait un petit moment que je voulais me lancer dans cette série. Et si à Angoulême la série n'était même pas proposée, ce ne fut pas le cas à la Japan, où il me semble que toutes leurs séries, sans exception, étaient en vente, et ça c'est à noter. C'était l'occasion parfaite, puis en plus, si je prenais 3 tomes, j'avais le droit au top bag de Kujimori, avec Genesis d'un côté, et Holy Land imprimé dessus de l'autre côté. Parfois, il en faut peu pour passer le cap, voilà. Bah oui, parce qu'en soi, je n'ai pas eu besoin de m'acheter le tome 1 de Holy Land, puisque Gayane et Samy, que je salue, me l'ont offert lorsqu'on s'est retrouvés à la Japan. Déjà que c'était un vrai plaisir de passer une partie de la journée en leur compagnie, mais en plus, ce tome de Holy Land était accompagné de sa jaquette exclusive à la Fnac. Voilà. Que demande le peuple? En vrai, j'en demandais pas autant, mais c'est le genre d'attention qui fait vraiment plaisir. Alors merci, merci, merci encore. Sur le stand de Le Lézard Noir, je me suis procuré Le Roi des Limbes avec son tome 1 dans une édition de poche avec jaquette, à l'instar de la licence Golden Gold, un titre de science-fiction qui dans sa conception me faisait penser à un boss love, alors qu'a priori il n'y a aucun sous-entendu. Pour tout vous dire, j'ai trouvé le début pas très entraînant. Le mec il perd une jambe mais ça va, il gère, ok, bon. Pour en fin de compte être captivé par le récit. À voir ce que ça donne dès le tome 2. La série comptant 6 tomes, je saurai de suite si je veux continuer ou pas. Je me suis pas acheté le tome 1 de Rengen chez Kurogawa, mais je me suis dit que ça pouvait attendre car j'allais pas m'encombrer plus que ça pour la Japan, puis qui sait, entre temps elle paraîtra en numérique à l'instar des Mob Psycho 100. Surtout qu'entre temps j'ai récupéré les tomes 26 et 27 de Toph Gaden que Patrologique s'est procuré au Japon pour moi et qu'il a confié à Ed le Fou pour qu'il me les remette. Et bien évidemment, le tome 28 vient de sortir au Japon, donc si vous partez là-bas, faites-moi un petit signe, ne faites pas comme ce bâtard de Vic Manga qui part au Japon en solo durant un mois sans le dire à personne. Voilà. Enfin, j'ai tout de même fait un petit tour chez Delcourt Tonkam pour me procurer le tome 7 de Dragon Quest. Bon, j'ai déjà parlé de cette édition, toute petite, et son rythme de parution tout lent. Voilà, on est loin des 2 tomes tous les 2 mois, espérés par tout à chacun, mais c'est comme ça. Là, je veux bien croire que ce soit la faute des ayants droit, mais bordel, ça va être long pour une réédition d'une série terminée depuis belle lurette. Voilà, j'étais aussi là pour m'acheter le tome 3, Les Enfants de la Mer. De ce que j'ai compris, sa réédition ne fonctionne pas. Bon, pas plus que la première. Ça m'ennuie parce que c'est le genre d'œuvre et de mangaka qui ont tout pour plaire, mais qui ne trouvent pas leur public parce qu'il faut le reconnaître que c'est graphiquement et narrativement un peu spécial. C'est justement cette liberté de ton à la Taiyo Matsumoto qui me plaît tant chez ce mangaka. Après, Delcourt Tonkam fait pas d'émission sur Daisuke Igarashi, ça le pousse dans une collection un peu anonyme, ce qui lui donne même pas la même visibilité qu'une autre œuvre de Delcourt Tonkam, voire d'une édition prestige. J'ai pour preuve le stand de la Japan où il a fallu que je demande aux employés pour le trouver caché dans un recoin spécial Moonlight. Voilà, c'est pas possible. Vous allez voir, ça va bientôt être notre faute à nous parce qu'on fait pas la promo à leur place. Et puis qu'on n'achète pas. En tout cas, moi je l'achète. Enfin, j'ai récupéré ma reproduction d'une planche de City Hunter.
Et cerise sur le gâteau avec une dédicace de Tsukasa Ojo. Bon allez, faut que je vous raconte vite fait mon aventure. À l'origine, je devais venir que le vendredi. Mais entre-temps, il a été annoncé que Tsukasa Ojo ne serait pas dispo ce jour-là. Je me suis donc arrangé auprès de ma femme pour qu'elle me laisse partir une nuit de plus pour que je sois présent le jeudi. Je vous le dis, le seul intérêt d'être présent ce jour-là, c'était pour rencontrer de visu le maître. Alors qu'en 2-3 minutes après mon entrée dans la Japan Expo, j'ai vu que je n'avais pas été tiré au sort pour la dédicace, je me suis liquéfié, voilà. J'avais plus d'envie, j'avais envie de rien, j'irais comme une âme en peine dans les couloirs de la Japan, puis instinctivement, je me suis dirigé vers la zone manga, où disons que je voyais les affiches de Meian qui m'indiquaient le chemin à prendre, voilà. Je suis arrivé pour 9h à la Japan, j'ai dû attendre une bonne heure de queue avant de rentrer dedans. Voilà, une heure plein d'espoir, et il devait être donc 10h lorsque je vois une petite queue en train de se former devant le stand de Meian. Je demande, apparemment c'est pour la dédicace du tome 13 collector de Gannibal. Et vas-y, hein, ça me va. Quelque part, je crois que je suis un peu rentré dans cette queue pour me cacher tellement j'étais abattu. J'ai quand même proposé au gars devant moi à qui j'avais demandé quelques infos s'il était intéressé par la dédicace de Hojo. Il me répond que non. Alors je lui dis cool, ça ne te dit pas de tenter ta chance et de me la refiler si tu gagnes. Il me répond que non. Bon. Heureusement j'étais en contact avec Mick Manga qui est rentré peu de temps après, ou à peu près au même moment, et il m'a retrouvé dans la file d'attente. Franchement ça m'a fait du bien de causer avec lui. Je vous dis, j'étais perdu. Et grâce à lui, j'ai pu me recentrer un peu. Je lui raconte que je perds. Il perd aussi. Il me dit, vas-y, tente avec des familles que tu croises. Il y a de fortes chances qu'il ne soit pas là pour la dédicace. J'avoue qu'en soi, l'idée est pertinente. Mais je sais pas, là, tout de suite, je suis pas en confiance, voilà. Par contre, après l'effervescence d'avoir rencontré le mangaka de Gannibal, là, j'étais un peu plus chaud, là. Puis j'avais terriblement envie d'une clope pour redescendre un petit peu. Et là, dans cet espace où de nombreuses personnes étaient assises sur la pelouse, Vic Manga me dit « Vas-y, va demander ». Franchement, il m'a bien chauffé, ce qui fait que j'ai tiré 2 grosses lattes et que j'ai écrasé Magaro pour jouer avec le destin. Bon, je vais vous épargner tous les détails, mais au final, j'ai pas demandé à tant de gens que ça. Le truc des familles était une fausse bonne idée, je ne sais pas. J'avais l'impression de les agresser, de les faire chier, grave fermé à ce que je leur racontais. Pourtant, surtout un père ou deux. Pourtant, mon switch était simple. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous êtes là pour la dédicace de Tsukasa Ojo ? 100% de personnes m'ont répondu non. Ils ne savaient même pas de quoi je parlais. Non, ça tombe bien parce que j'ai perdu au tirage au sort et je voulais savoir si vous souhaitez tenter votre chance. Puis si vous gagnez, je suis prêt à vous racheter le ticket pour 15 €. Voilà. Franchement, le plus gros problème, c'était ceux qui n'avaient pas téléchargé l'application de la Japan Expo et qui n'avaient pas un bon réseau pour le télécharger. Voilà, je repense à ces 2 filles qui étaient vraiment adorables, prêtes à me le faire gratis, mais elles n'ont jamais pu télécharger l'application. Voilà. Puis mon salut est venu après 5 ou 6 personnes en vrai. J'ai tenté en me dirigeant vers 3 gars avec les yeux rouges, en train de picoler leur petite mixion, dans leur petite bouteille cristalline, mais avec une autre couleur que celle de l'eau. Voilà, je te jure, on aurait dit des gars venus assister à un festival de musique. Sur les 3, il y en a un qui essaye, il perd, et un second. Alors d'abord, j'ai cru qu'il avait perdu, mais je sais pas ce qu'il a fait, il a retapé sur son téléphone, et là il gagne. Putain, je vous jure, je lui ai sauté dans les bras, comme convenu, je lui ai donné les sous, puis j'ai pris plusieurs photos du QR code et j'ai grave bien fait car la première était illisible lorsque je suis passé dans la file. Heureusement j'avais la deuxième qui allait passer et je vous le dis, une fois que je me suis retrouvé devant le maître Tsukasa Ojo, c'était pas sans me rappeler ma rencontre avec Ryuichi Kigami. J'avais envie de lui dire quelque chose, mais quoi? Voilà, je sais pas. Alors je lui sors qu'à cause de lui, j'ai d'abord voulu être tueur à gages, puis garde du corps, pour en fait devenir aide-soignant. Voilà. Il lève tout juste la tête pour dire c'est pas plus mal, au final c'est une bonne chose. Puis pour faire mon gros suceur, je lui ai dit qu'il était aussi classe que les personnages de ses mangas. Et je suis reparti heureux, mais aussi livide avec ces petites sueurs froides là, les mêmes que j'avais vues avec Ikigami. Pour finir éreinté, j'avais finalement accompli ma mission, j'étais épuisé. D'ailleurs, je retrouve le Zeno qui était à côté, et je lui montre avec fierté ma dédicace. C'est juste une signature, ce n'est pas un dessin. Mais en vrai, juste pour avoir pris le temps de lui adresser la parole, ça m'a réjoui. Et il y a quelques heures, je m'étais fait une raison en me disant qu'au moins je le verrai lors de la conférence.
Enfin voilà, c'est la deuxième fois que je me mets à nu devant un auteur dont je ne suis pas sûr que j'aurai l'occasion de le revoir en France. Et grâce à la petite combine du tirage au sort, en fait j'ai bien aimé cette formule. Comme je l'avais détesté plus tôt après n'avoir pas été tiré au sort. C'est cruel quand même tout ça, ouais. Mais une fois dans la file d'attente, tu sais que c'est bon, voilà, tu es plus détendu. Les extras autour de la Japan. Alors que j'étais à la Japan Expo, j'ai reçu ma précommande du magazine Atome, intitulé Le pouvoir des autrices. Alors, il faut croire que la critique assez récurrente sur le fait que le magazine traitait trop peu d'autrices a été entendue, même si perso, je trouve la critique un peu dure. Il y a déjà eu de super interviews d'autrices, mais pour ça, il faut être intéressé au magazine depuis plusieurs années. Moto Hagio, Rumiko Takahashi, Kyo Yashida et j'en passe. À un moment, si vous n'êtes pas content, faites votre propre magazine avec le contenu qui vous passionne. Dans tous les cas, moi j'ai hâte de lire ce que nous propose ce numéro. À la fin de la Japan, j'ai retrouvé Authentique et Monsieur Mangas et on a conclu la journée achat manga à la librairie à Boom Papoum, je crois que c'est ça, où je me suis procuré les tomes 1 et 2 de Stop Ibarikun. Voilà, oui, avec l'annonce de la sortie imminente du tome 3, il était l'heure pour moi de me faire les 2 premiers tomes et je savais que j'avais une chance de les trouver en occasion dans cette librairie. Et enfin, lors de mon passage à Vannes, nous nous sommes arrêtés dans un Japanime. Ça a été très compliqué de choisir un produit que ma femme était prête à m'offrir. Disons-le, j'avais plus de sous en cette fin de mois. Alors quitte à me faire offrir un truc, je visais du grand format, voire un coffret de Tsukasa Ojo par exemple. Mais au final, j'ai craqué pour l'artbook Dragon Quest d'Akira Toriyama. Voilà. Dragon Quest illustration d'Akira Toriyama. Donc je profite de ce moment pour remercier une nouvelle fois ma femme pour ce magnifique cadeau. Merci. Je me suis également acheté, c'était un petit peu avant la Japan, le guidebook. Alors c'est très rare que je m'achète des guidebooks, mais celui-là avait l'air assez intéressant concernant Vinland Saga. Voilà. Bon, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas quoi vous en dire plus, sauf qu'il a l'air plutôt bien réalisé et qu'il nous propose aussi d'autres choses un peu différentes que juste un bouquin où ça présente les personnages. Et c'est ça qui m'a intéressé. Voilà, le running et le shadowboxing vont de pair. Il est temps de s'attaquer à mes achats manga de l'ombre. Disons, en ce qui concerne mes achats numériques, ce début du mois a été plutôt chargé en nouveautés. J'ai acheté le tome 9 de Sakamoto Days et lors de ma lecture, l'évidence m'est apparue que cette licence a réussi là où Mashle a échoué. Voilà, c'est ce qu'aurait dû être Mashle, c'est ce qui aurait pu être Mashle. Vous l'avez compris, Sakamoto Days m'a conquis, c'est le genre de manga que j'aime particulièrement consommer sur tablette. Il y a le tome 36 de My Hero Academia. N'étant pas à jour sur la prépublication, je me fais ce petit plaisir de découvrir ce dernier arc où nous étions arrêtés avec le tome 35 à la contre-attaque des héros. Juste dommage que sur Twitter, je parle de manière générale, avez tendance à citer les petites sombres merdes qui spoilent à tout va pour se la raconter, car ça devient une réaction en chaîne qui fait que je suis spoilé aussi. Mais bref, le cliffhanger de ce tome reste dingue. Je me suis également procuré le tome 27 de One Punch Man. Étant cette fois-ci à jour avec la prépublication du manga, je m'octroie toujours une petite relecture plus qu'appréciable, d'autant plus que parfois cette version Takobon nous révèle quelques surprises en comparaison des chapitres parus en prépublication. Une fois téléchargé, j'ai pas attendu longtemps pour lire le tome 3 de Under Ninja. Ce tome confirme tout le bien que je pensais de cette série, mais encore plus du héros. Voilà, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à me procurer cette licence en physique, donc tranquille, je continue cette licence en numérique. J'achèterai peut-être le premier tome pour marquer le coup un de ces jours. Voilà. Le tome 2 de Who's Next est dans la continuité du tome précédent. Il y aura de nouveaux arrivants ainsi que de nouveaux dangers. On aura même le droit à un petit flashback sur la genèse d'un des monstres, de la reine mère, j'en sais rien. Puis les survivants vont bouger de l'établissement scolaire. Franchement, c'est vraiment une lecture récréative parce qu'en soi, il n'y a rien d'exceptionnel, sauf ce petit ton sarcastique qui fait toute la différence et qui fait que c'est une série que j'aime suivre dans sa version numérique.
Ce tome 4 de Shut Hell est vraiment trop bizarre. Autant j'ai toujours apprécié le style graphique assez particulier de la mangaka, autant j'ai eu du mal à me remettre dedans pour ce tome 6. Je l'ai trouvé d'une pauvreté extrême dans ses premières pages, puis l'évidence m'est venue. C'est pas le genre de lecture qu'il faut lire après un tome de Nausicaa de la Vallée du Vent qui est blindax niveau détail. J'ai donc remis ma lecture à plus tard. Je sais que le regard que je porterai sera différent, du moins je l'espère. Jujutsu Kaisen tome 20, on continue là la lecture de cette licence en priant qu'un jour je verrai le héros mourir pour de vrai et que malgré ça la série continuera. Ça donnera un putain de background à l'univers de Jujutsu Kaisen. Puis comment ça redistribuerait trop bien les cartes. Sérieux, 20 tomes plus tard, le héros meurt et on comprend que ce n'est pas lui le héros. Chainsaw Man tome 13, j'ai toujours pas lu le tome 12, je m'étais contenté des premiers chapitres de la prépublication, mais on va pas attendre plus longtemps et les enchaîner d'ici là. Gigantis tome 3, Valiant tome 3, deux titres qui ont mauvaise réputation, mais que j'aime bien lire malgré tout, je sais pas, j'espère que ces tomes là ne me feront pas changer d'avis. Shoha Shoten tome 1, j'ai souhaité tester le dernier Takeshi Obata, bien que je n'ai pas été convaincu par les débuts de Platinum End, et là ça sent un peu le réchauffé de Bakuman, mais j'aime bien le thème du manga, la complexité d'adaptation de ce genre de manga avec des duos comiques, comme Yuka Osaka l'a fait avec Kids Luck, édité chez Kiyun, et comme Tonkam n'a pas réussi à le faire avec Beshari Golashi de Masanori Morita. Puis étant friand des mangas sur le Rakugo, je suis plutôt bon client de ce genre de manga lyrique. J'espère juste ne pas être déçu par le scénario de Akinari Asakura. Voilà, je me suis aussi acheté le tome 7 de Sound of Life, le tome 6 de Saturn Return, le tome 9 de Shangri-La Frontière, des séries que je continue à suivre assidûment, mais que je n'ai pas encore pris le temps de lire. J'ai voulu tester le tome 1 de Snowball Earth. J'avais jamais entendu parler de cette série, bien qu'elle semble avoir sa petite réputation. Je verrai bien ce que ça vaut, si je suis emballé, j'enchaînerai avec le tome 2 qui est sorti en même temps. J'ai aussi voulu découvrir La Légende de Julia, je suis plutôt content d'avoir enfin l'occasion de lire les spin-offs de Hokuto no Ken. Bon, avant ça, il faudrait que je lise le tome 1 du spin-off de Hao que j'ai déjà acheté, d'autant plus que le mangaka est Yuko Osaka, encore lui, celui à qui on doit entre autres le manga Kids Luck et Toto, dont Ed le Fou n'arrête pas de faire la promotion, mais j'avoue que l'aspect graphique détonne un peu avec l'image qu'on se fait de l'univers de Hao. Voilà. Concernant le spin-off de Julia, c'est encore très différent de ce que nous a habitué Tetsuo Hara. Voilà. Mais pour tout vous dire, le spin-off que j'attends tout particulièrement, c'est celui sur Toki. Et je me suis laissé tenter par Les Nuits d'Askenir, tome 1. Je vous avoue que j'ai pris ce titre par pure curiosité. Je ne peux pas vous en dire plus, hormis que j'ai été charmé par l'illustration de la première de couverture. Voilà. Faudrait que je le lise avant que ce titre tombe dans les torpeurs de ma palle numérique. Et parmi les nombreuses promotions disponibles durant l'été, j'ai profité de l'occasion pour me télécharger les 5 premiers tomes disponibles de Silver Spoon de Hiromu Arakawa pour une valeur de 1,99€ pièce. Ça faisait un moment que je voulais découvrir cette licence qui en plus a bonne réputation. Voilà, il n'y a plus qu'à Faucon quoi. Pour ceux que ça intéresse, il y a les premiers tomes de Radiant, Blue Giant, Claymore, Digreman, Dr. Stone, Mao, Shangri-La Frontière, Tokyo Ghoul, Shut Hell, Silver Spawn, ainsi qu'un bon nombre de shoujo que je vais vous laisser découvrir, tels que Vampire Night Memories, Host Club, Les Caprices de la Lune, Akari, Plus question de fuir, Black Mariage, Heartbeats, Inséparables, Le Fil Rouge, Le Fil du Destin, Last Game et Kwaifuru Colorful. Pour ne citer que, parce qu'il y a vraiment beaucoup de promos. En parlant shoujo, je me suis de nouveau acheté les tomes 1 des mangas de Ayasawa, enfin disponibles en numérique, dont Marine Blue, que je ne connaissais pas, Nana, Je ne suis pas un ange, Gokinjo, Une vie de quartier et Last Carter. Voilà, je me suis pris les premiers tomes, histoire de me rappeler que si j'ai envie de les lire, elles sont présentes, elles sont disponibles sur ma tablette. Et ça prend nettement moins de place sur mes étagères. Il est temps de partir sur les jabs de mes lectures manga qui ne font pas forcément l'actualité. Avec ma relecture, en numérique d'ailleurs, de Number 5 de Taiyo Matsumoto, donc les tomes 1, 2 et 3. Étonnamment, c'est ma première relecture de ce titre qui à l'époque m'avait marqué suffisamment pour que je le considère comme l'un de ses meilleurs titres. Mais en vrai,
je me rappelais plus de grand chose, hormis que les débuts étaient laborieux pour remettre qui est qui avec le nom number 1, number 2, number 3, number 5, jusqu'à number 9. Mais la relecture la rend quand même beaucoup plus accessible. Puis la version qui est disponible en numérique, c'est celle de la première édition, celle que l'on pourrait aujourd'hui considérer de version deluxe avec ses pages couleurs, son grand format et tout. Enfin, elle reste toujours plus chère que la version intégrale en 2 tomes toujours disponible dans le commerce, mais la lecture me paraît beaucoup plus confortable, voilà. J'ai fini la licence Sealkeeper avec les tomes 7 et 8, licence que j'ai particulièrement appréciée, et en particulier sur le très bien gras de son dessin. Là-dessus, il s'est lâché, ça en était visqueux. D'ailleurs, je me suis pris le premier tome car la série a commencé à sortir en numérique, comme la plupart des œuvres de Tsutomu Takahashi, éditées chez Panini, ce qui fait que je vais pas tarder à mettre en vente mon intégrale de la série, ainsi que celle de Sido. Voilà. En attendant, je me suis pris le tome 1 de Sky High, que j'ai trouvé dans mes souvenirs bien meilleur que Karma. On est encore dans le purgatoire des âmes dont on donne le choix aux victimes de se venger ou non, mais selon conditions. Je vais sûrement prendre le tome 2 avant sa disponibilité en numérique. Très curieux de découvrir les 2 dernières sorties de chez Saka. Avec le tome 1 de Great Trailers. En soi, ce premier tome a tout ce que j'aime dans la science-fiction. Les codes du genre sont certes bien exécutés, mais je les trouve peut-être un petit peu trop vite expédiés. On prend le récit en cours de route, ce qui fait que pour le coup, je me suis pas trop attaché au personnage. J'ai quand même l'impression que c'est un fourre-tout. Puis cerise sur le gâteau, c'est une série avec juste 2 tomes en cours au Japon. Bon, j'ai bien aimé sur le coup, mais je ne sais pas trop quoi en penser au final. Voilà, je crains que ça devienne une série aussi vite arrivée que oubliée. À voir. Alors que le tome 1 de la chasse aux cadavres m'a clairement séduit par son côté Goonies et Urasawa-esque. Pour ceux qui n'ont pas les refs, ce sont un groupe de jeunes qui partent à l'aventure avec une vibe 20th Century Boys. Par contre, confronté au monde des adultes, ça peut devenir assez trash. Voilà. Perso, il y a des planches, 2-3 au moins, qui m'ont mis mal. Je ne m'y attendais pas, mais alors vraiment pas. Après, c'est le même souci pour Great Trailers, il n'y a que 2 tomes au cours au Japon. J'ai aussi pris le temps de lire un titre qui m'avait beaucoup intrigué, le one-shot Les Enfants de l'Araignée. Alors, si j'ai d'abord été charmé par certaines planches sur les réseaux, des planches qui pouvaient me faire penser à des petites touches de Taiyo Matsumoto ou de Tsutomu Nie, il faut rappeler que ce n'est pas donné à tout le monde d'être l'un de ces 2 auteurs de génie. Voilà. Néanmoins, j'ai passé un bon moment dans cette dystopie où l'on suit, je dis dystopie mais c'est presque post-apocalyptique, où l'on suit des orphelins qui sont placés en centre de détention et qui vont se retrouver être acteurs d'une rébellion qui menace le système actuel. J'ai bien aimé la narration et l'ambiance du titre, bien qu'il faut reconnaître une fin assez expéditive. Voilà. Mais pas mauvaise du tout. Dernier jab bien appuyé, j'ai lu les tomes de Nausicaa, donc les tomes 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'espérais me lire cette série honteusement trop longtemps, restée tout en bas de ma pile à lire. Je l'ai donc pris avec moi lorsque je suis parti en vacances, et comme le hasard fait bien les choses, on m'a demandé de lire un de mes titres de ma pile à lire pour une prochaine vidéo. Une demande exclusive aux membres Takobon du FC Badass. Il m'avait d'abord parlé de Phoenix d'Osamu Tezuka, mais ce n'était pas vraiment un titre de ma pile à lire, plutôt un titre que je n'ai pas lu depuis un bon bout de temps maintenant, et il s'est donc avéré que Nausicaa de la Vallée du Vent était bien plus pertinent. Sans vous cacher que c'était un véritable plaisir de me remettre dans cette lecture. Alors, je vous en dirai plus lors de sa vidéo consacrée. Voilà. C'est la session crochet et uppercut. Le seul truc, c'est que je n'ai eu aucune réelle déception ce mois-ci. Du moins, pas de quoi me prendre des crochets aussi amples que ceux que je me suis déjà pris lors du Dempsey Roll. Ce sera une session uppercut pour mes meilleures lectures du mois. Alors je ne vais donc pas vous parler de ma découverte des œuvres de Mathieu Bablet avec Carbone et Silicium, ainsi que Shangri-La, qui ont été 2 coups de cœur. Alors j'avais déjà lu quelques doggy bags du label 619, mais j'avoue que ça me donne envie de découvrir quelques intégrales de ce collectif, ainsi que d'autres auteurs du même genre.
Mais c'est juste une petite aparté, parce que ici c'est une émission 100% manga, voilà. Par contre, l'uppercut était bien réel avec ma lecture du manga Nausicaa de la vallée du vent. Bon, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais j'adore bel et bien le personnage de Nausicaa. Plus qu'un hypercut, je me suis pris un white fang. On traduit ça par un croc blanc, qui est la combinaison d'un crochet et d'un hypercut. Voilà, qui donne l'impression de se faire bouffer par les crocs d'un loup. Juste ce qu'il fallait pour me faire vriller mon cerveau avec les collectors de fin de série pour les licences Gannibal et de Shigori. Imaginez si le mangaka de Shigori aurait été présent à Japan pour dédicacer son tome 10. Et imaginez des box pour ranger ces deux séries. Ce ne serait pas une dinguerie ça? Ouais bon, on veut toujours plus jusqu'à nous mettre TKO. Sinon des hypercuts, j'ai l'impression de m'en prendre tous les 2 mois avec le tome 17 de Hawashi. Non mais, je suis sûr que le tome 18 ne fera pas exception. La relecture uppercut des 2 premiers tomes de Holy Land aura suffi à me frôler le menton pour me faire perdre pied. Le plaisir que j'ai eu en tournant les pages était aussi fort que ma frustration de ne pas avoir le tome 3, ainsi que tous les autres tomes de la série, alors que je l'ai déjà lu. Si on nommait le petit défaut de fabrication sur la jaquette de la Fnac, j'ai trouvé cette édition irréprochable. Jusque dans sa traduction, je veux dire, j'aime lorsque la traduction respecte la période de laquelle se situe l'action. Et j'ai apprécié que ça utilise le terme hirondelle pour nommer la flicaille en vélo. Voilà. Mais pas autant que les scènes d'action dont Kojimori sait si bien faire preuve à travers un personnage mal dans sa peau qui cherche une place qui lui sera attribuée dans une société assez violente. Mais cette fois-ci, par la force de ses poings et à force d'acharnement, il deviendra le chasseur de Yankee. Puis il y a le tome 3 de Under Ninja, quand même, il doit mettre tout le monde d'accord avec ce superbe acte introductif. Bon, c'est clair que si vous n'êtes pas tombé sous le charme de ces 3 premiers tomes, faut pas insister. Par contre, je me demande bien comment cela va s'enchaîner. Vas-y, c'est tellement décalé, puis je me suis pris un coup de tête dans le nez avec ce tome 3, voilà, clairement. On passe au Gazelle et Smash Info. Le Gazelle Punch et le Smash Info. Mais qu'est pas ça? C'est le badass après montage qui se rend compte qu'il a oublié plein de choses et pas des moindres. Alors oui, je me suis rasé. Bah oui, ma fille s'est chopé les poux. J'avais pas envie que ça monte sur ma face à chaque câlin, vous comprenez? Alors que j'étais en train de faire le montage de la vidéo, je viens de recevoir à quelques jours de retard les tomes 21, 22, 23, 24 de mon abonnement de Karakuri Circus. Ils sont trop beaux et ils vont pas faire long feu, il ne reste que 2 tomes avant la conclusion de la série. J'ai trop hâte, je veux un final qui me retourne le cerveau, comme c'est si bien le faire Kazuhiro Fujita. Attention, on va enchaîner les Gazelle Punch, toujours d'après le compte de Manga Mogole. Vous l'avez compris, s'il y a un compte manga d'actualité à suivre sur Twitter, c'est celui-ci. Voilà. Takehiko Inoue reprend du service à partir du 24 août dans le magazine de prépublication Young avec sa série Real. On savoure. Voilà, on savoure. Petit détail amusant dans la com, c'est qu'exceptionnellement, il y aura une illustration du maître en première de couverture du magazine, alors qu'habituellement, tu retrouves surtout des modèles avec leur nichon en bikini. Voilà, ça aussi c'est jouissif. Bah, le dessin c'est plus fort que toi, voilà, dégage. Non, plus sérieusement, fin 2023, Inoue Sensei remet une pièce pour Real. Vas-y. De toute façon, je vous l'avais déjà annoncé, je garde la foi fin 2024, c'est le retour de Vagabond. Mais avant ça, profitons du moment présent. Voilà, si vous n'avez pas encore lu Real, il est peut-être temps. Pour rappel, le tome 13 et 15 sont apparus dans ma vidéo de nos tomes légendaires. Et c'est pas pour rien. Je reviens sur l'annonce de Pascal Laffine pour la chaîne Manga News, où il parle des prochains titres de Rumiko Takahashi à sortir, mais aussi des surprises à venir autour du manga Love Dilemma. Je vous invite à regarder la vidéo dans son intégralité, mais d'abord, écoutez ça. On va essayer de mettre plus souvent le listing de tous ces livres qu'on réimprime et toutes ces ressorties qu'on va faire aussi, comme c'est le cas des Adachi, qui vont revenir chez nous, que ce soit H2, Cross Game, etc. Il y a aussi les short programmes qui doivent ressortir. Normalement, on est en train de travailler dessus pour faire un coffret. Voilà, on l'a pas encore programmé, mais ça viendra avec le fameux inédit qui est à l'intérieur, qui est le short game, qui est jamais sorti en France, donc qui sortira à l'occasion dans ce coffret. Pareil, hein, ça sera un coffret plus ou moins en édition limitée. C'est pas pour rien
que j'ai vendu ma collection vieillissante. Le truc, c'est que je me demandais dans combien d'années. Voilà, les rééditions allaient avoir lieu un jour, mais quand? Après, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle édition qui reprend toutes les caractéristiques des premières éditions, genre en poche et tout ça, juste que le matériel sera de meilleure qualité puisque ce sera du matériel numérisé qui permettra de faire normalement du bien meilleur boulot. Voilà, vous le savez maintenant, ma plus grosse crainte serait qu'il continue de nous la mettre à sec avec du papier cigarette. Voilà. Mais j'ose croire qu'ils ont compris que ça se vendra trop pas ainsi. Voilà. Valentin Paco, avec qui je partage une passion commune pour Adachi Sensei, et reconnu sur la scène publique comme étant un des plus grands fans français de l'auteur, a posté sur Twitter un sondage quant au désir de telle ou telle édition pour sa ressortie chez Delcourt Tonkam. On apprend donc grâce à lui que le choix de l'édition est encore ouverte pour les séries H2 et Cross Game. Par contre, j'aime pas trop l'idée qu'il n'y ait que 69% de potentiels lecteurs qui souhaitent avoir les Perfect Editions. Voilà, j'ai envie de dire, c'est bon, on a assez souffert comme ça. En format poche chez Tonkam, les Adachi ont toujours été les mangas les plus chers du marché. H2 est une série bien trop longue en 34 tomes pour intéresser véritablement un nouveau public. Le minimum serait un format double, mais pitié, pas de fausses perfectes, là, les perfectes à la DT, non merci. Pour Nobidobi, ça s'est justifié avec Katsu, mais avec Delcourt Tonkam, on attend une réhabilitation de l'auteur. Ça ne tiendrait qu'à moi, ce serait une collection prestige, direct. Mais en vrai, pas avec des gros pavés, ça, non merci. Et quoi de mieux qu'un format Kazenban avec ses pages couleurs, son format moyen, tout ça. Quoi de mieux pour se faire remarquer dans les nouveautés de nos librairies. Quoi de mieux pour être prise au sérieux. Quoi de mieux pour accompagner les short programmes. Quoi de mieux pour inciter Glénat à sortir les Deluxe de Touch et Ruff. Quoi de mieux pour revendre toutes nos merdes afin de pouvoir s'acheter cette nouvelle édition. Quoi de mieux pour qu'un titre soit reconnu à sa juste valeur. Quoi de mieux, hein? Franchement, il n'y a rien de mieux. Alors pour des titres old school tels que Touch, Ruff, H2 et Cross Game, il faut de la belle Deluxe qui défonce tout. Voilà. En vrai, il n'y a pas de choix à avoir pour H2, il faut remettre les petits plats dans les grands. J'aime trop cette licence, pas que je désavoue Cross Game, hein, cette série est magnifique aussi, mais pour une série en 17 tomes, je ne crierai pas au scandale pour un coffret, car j'aime son découpage, voilà. Dès le premier tome, vous vous prenez une balle dans la tête. Mais bon, je préfère toujours la Kazenban. Bref, c'est une superbe nouvelle que de savoir que le retour des séries phares de Adachi Sensei approche. Maintenant, faites-moi plaisir et allez sur le sondage de Valentin pour me faire monter ce ratio pour une version deluxe des œuvres d'Adachi. Voilà, découvrez l'auteur si ce n'est pas encore fait avec Katsu chez Nobinobi. Allez en médiathèque vous lire les Touch ou les Ruff, si le numérique vous freine. Voilà, juste faites-vous plaisir et rejoignez-nous, vous ne le regretterez pas. Il n'y a rien de mieux que des œuvres qui se lisent et se relisent tout au long de votre vie, empreints d'humour, de mélancolie, de nostalgie, de nos enfances amoureuses. On vous attend, voilà. Abandonnez les communautés toxiques et rejoignez celles de Adachi. Baki New Grappler sera proposé directement après la fin de la première saison. Les abonnés de la série Baki the Grappler, on peut le voir affiché en attente sur le suivi de leurs abonnements. Perso, je n'avais aucun doute concernant cette seconde saison. Néanmoins, ça reste une excellente nouvelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, tout court, mais aussi en termes de rendement. C'est à rendre fou de joie. En un an, Meian a sorti 20 tomes doubles de Baki. Ça veut dire qu'ils ont travaillé sur l'adaptation de 40 tomes en un an. Vous allez me dire, oui, mais Baki, c'est que de la baston, il n'y a pas grand chose à traduire, à lettrer et tout. À ce moment-là, je vous renvoie au manga Karaoke Circus. Le rythme est tout autant soutenu avec la sortie ce mois-ci des tomes 21 à 24. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Dans le précédent épisode, je vous ai parlé de la sortie à venir du manga Ace of Diamonds chez Mangetsu. Je vous parlais d'un rythme de parution similaire, mais je me suis fourvoyé. Voilà. Malgré toute la bonne volonté de Mangetsu, ils ne peuvent que se rapprocher du rythme de parution de Meian, mais ils n'arriveront pas à l'atteindre. Je l'ai déjà dit et répété, mais vous imaginez si nous avions eu un abonnement de Roku Denshi Blues? J'en pleure encore en repensant au rythme de parution et à la qualité d'édition, aux ex-libris, aux posters et aux coffrets que proposent les abonnements de Meian. Mais là, je me fais du mal. Faut que j'arrête. Par contre, ça laisse rêveur.
Et ici, ça croise les doigts pour qu'à la suite de la saison 2, Meiya nous propose la saison 3, encore inédite en manga chez nous. Oui, je sais, j'en demande toujours plus et on n'est jamais rassasié. Par contre, on reconnaît les bons moves ici. Merci. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, la deuxième partie de Son of Ogre, donc cette fameuse troisième saison, est enfin disponible sur Netflix. À l'heure où je tourne cette vidéo, le film The First Slam Dunk est sorti le 26 juillet avec ses douloureuses sensations, que c'est toujours après tout le monde. Et le pire, c'est que le film ne remplit pas les salles. Cela se justifie peut-être par une programmation en été, certes, mais ça n'empêchait pas les autres à se remplir. Je pense à Barbie ou Oppenheimer, bon, ça a du succès apparemment. Puis il y a ceux qui pensent que la CGI va tout gâcher et que ça vaut pas la peine d'aller voir ça. Mais quelle erreur! Pour sûr que le film Dragon Ball Super Héros leur est resté en travers de la gorge, mais rien à voir. Takehiko Inoue a mis son âme dans le film, ça nous offre un super background pour le personnage de Ryota. Des matchs de basket assez redoutables grâce à la CGI, puis que d'émotions, que de sueur devant ce film. Et pour ceux qui ont déjà lu le manga, il y a des petites surprises par-ci par-là, petits frissons et larmes au coin de l'œil garantis pour les vrais. Foncez dessus, ce sera sans regret. Puis à un moment, il faut donner de la force, sinon il ne faudra pas s'étonner que les films d'animation arrivent 6 mois après en France, si pas un an, voilà. Tellement on n'est pas rentable, voilà. Mais la vraie news, je l'ai découverte alors que je regardais les 5 premières minutes du film à la Japan Expo. Et oui, la version Kazenban a enfin été annoncée pour début 2024, janvier si je dis pas de bêtises. Il n'y aura plus d'excuses pour personne. Ce sera un format deluxe avec ses pages couleurs quasiment identiques à la version japonaise. De ce que j'ai compris, le rapport qualité-prix a l'air plutôt bon. Bon, d'après ce que j'ai compris, ce sera autour des 14 € pour Slam Dunk. Pour moi, c'est très bon. Après, je vois beaucoup de monde grogner car cette deluxe sort 5 ans après la Star Edition. Mais en vrai, c'était prévisible les gars. Et presque annoncé justement à la suite de notre grogne. Canal avait sous-entendu qu'ils étaient obligés de sortir cette Star Edition avant de proposer la Deluxe tant attendue. Après, ils ont fait l'erreur, à mon goût, de nous servir cette histoire de version pour enfants, pour ados, pour nouveaux publics, tout ça, là, non mais faut arrêter la blague. Et pour Yu Yu Hakusho, ce sera exactement la même. Ils l'ont dit, ils l'ont annoncé. Achetez celle-là et vous aurez l'autre. Moi je déteste ce move, mais c'est comme ça. Pour ma part, j'en étais pleinement conscient. Qu'en achetant cette Star Edition, je donnais de la force pour qu'on puisse enfin profiter de la Deluxe. Je déteste ce genre de move, mais est-ce qu'on a eu le choix? Voilà. La chose qui pour moi est véritablement inexplicable, et peut-être qu'un jour j'aurai une explication convaincante, c'est pourquoi cette licence qui est Slam Dunk a été en arrêt de commercialisation pendant si longtemps, et pourquoi la Deluxe n'est pas sortie il y a 10 ans, comme ce fut le cas dans d'autres pays tels que l'Italie ou l'Espagne. Bon, après ça, on devait obligatoirement passer par la case Star Edition pour avoir la Deluxe. Mais l'ordre naturel, ce serait d'abord de proposer le titre Deluxe pour les vrais, puis ensuite la version poche, moins chère, pour attirer les plus jeunes. C'est ce qu'on dit normalement, hein. Ça me paraît logique. Mais aujourd'hui, il n'est plus l'heure de bouder notre plaisir. Vendez, offrez, gardez votre Star Edition, mais jetons-nous tous sur cette Deluxe qui, je l'espère, répondra à toutes nos attentes. En tout cas, il semble vouloir y apporter un soin particulier. En conclusion, petit aparté hentai. Nihoniba a enfin réimprimé dans sa collection les hentai du mangaka Yamagotawa. Perso, je les avais tous, alors qu'ils étaient sous leur ancien label hentai non censuré. Bon, mes tomes décotent pour le coup, mais ça fait quand même plaisir pour tous ceux qui souhaitaient découvrir les titres de cet auteur que je trouve assez incontournable. Il manque tout de même Aquabless et Tayu Tayu, mais ce n'est peut-être qu'une question de temps. Durant la Japan, Hot Manga a fait découvrir de nouveaux titres en avant-première et il y a eu de lourd. J'ai feuilleté ça vite fait, j'ai vu du tome full color. En vrai, j'ai trop hâte de me procurer ces titres. Vraiment, il y a des fournées, tu sens qu'elles sont meilleures que d'autres et cette dernière a l'air bien relevée.
Et c'est ainsi que l'émission se termine. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je croise les doigts pour avoir quelques intervenants le mois prochain, avec cet esprit un peu radio libre sur le manga, dont disposent exclusivement les membres Kazenban. La prochaine vidéo à la demande d'un membre du FC Badass traitera d'un titre qui faisait partie de ma pile à lire. J'ai donc choisi Nausicaa de la Vallée du Vent, qui faisait partie de ma pile à lire de la honte. Voilà. Et ça, c'est confirmé au fil de mes lectures, une véritable honte, et je vous en reparle bientôt. Alors, prenez soin de vous, profitez de vos vacances si vous en avez, à défaut, profitez du bon temps, et sinon, tant pis pour vous. Quoi qu'il en soit, on se retrouve d'ici peu. Tchuss.